Donc, pour commencer, je veux juste spécifier que je vous présente aujourd'hui ma proposition de projet. Donc, c'est pas un projet qui est fini, c'est plus un embryon de projet. Puis, il y a beaucoup de trucs qui ont changé dans ma proposition dans les dernières semaines. Donc, s'il y a des choses qui aboutissent pas ou vous avez des questions, laissez-moi savoir. Puis, à la fin, j'ai aussi laissé un petit peu de temps pour de la rétroaction. Donc, si vous avez des commentaires ou des suggestions, j'aimerais ça vous entendre. Donc, laissez-moi commencer ici. Donc, le titre de mon projet pour l'instant, c'est le politique culinaire, espace partagé entre l'autre exotique et la culture dominante. Donc, je veux vous parler, pour commencer, un petit peu du contexte d'inspiration pour mon projet. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà vu l'émission Ugly Delicious. C'est sur Netflix. Je le recommande. C'est le chef américano-coréen David Chang qui aborde des problèmes que comporte l'industrie culinaire dont lui fait partie, comme par exemple, là c'est une citation, The racist roots of attitudes toward food. Donc, par exemple, il y a un épisode sur le poulet frit. Donc, on comprend à travers des entrevues avec différents chefs américains que il y a différentes interprétations du plat en fonction des différents contextes culturels. Donc, par exemple, des chefs noirs sont beaucoup plus réticents à servir du poulet frit dans leur restaurant parce qu'ils ne veulent pas être stéréotypés, alors que les chefs blancs qui sont interviewés ne se posent pas la question deux fois, puis ne connaissent pas vraiment l'histoire non plus du poulet frit aux États-Unis. Donc, on voit qu'il y a vraiment une différence d'interprétation. Donc, moi, je me suis dit qu'il y a tellement de choses qui peuvent être abordées à travers la nourriture, puis à travers le culinaire, que ça serait pertinent peut-être de s'inspirer de la prémisse de l'émission dans un contexte académique. Donc, comme j'ai dit, il y a plusieurs choses qui peuvent être étudiées à travers le culinaire, puis aussi à travers le culinaire à la télévision. Donc, par exemple, les représentations à la télévision. Donc, c'est intéressant de se pencher non seulement sur le processus de sense-making, mais aussi sur les systèmes de circulation de sens. Donc, moi, je me base sur, je vais en parler un petit peu plus tard dans mon cadre théorique, mais sur Serge Moscovici et Stuart Hall, qui les deux disent que les médias, selon eux, forment le système le plus important, puis ayant le plus de pouvoir de circulation de sens dans la société. Donc, ça forme un petit peu une boucle. Les représentations sociales sont partagées dans les médias, mais les médias participent aussi au processus de construction des représentations sociales. Puis, je crois aussi que l'idée du culinaire est indissociable de la question de l'identité, puis de la question de la culture. Donc, dans ma proposition, je cite un auteur, Hawk Lawson, elle note que les habitudes culinaires transmettent, entre autres, les croyances, les passions et même la personnalité d'un individu ou d'un groupe. Donc, elle aussi pense qu'il y a beaucoup de sujets qu'on peut aborder à travers le culinaire. Je vous donne un exemple, par exemple, ce qu'une personne mange ou ne mange pas, comme par exemple le porc dans certaines religions, peut raconter par exemple une histoire de migration, d'assimilation ou encore de résilience d'un peuple dans son ensemble. Je vous donne deux exemples ici. Premier exemple, c'est au début des années 1900, il y a eu une vague d'immigration d'Italiens aux États-Unis. Puis, donc ça a contribué au changement puis à l'évolution du paysage culinaire aux États-Unis. Donc, avec la demande pour des produits italiens, il y a eu un accès qui a augmenté. Puis aussi, mon deuxième exemple, c'est les immigrants vietnamiens aux États-Unis pendant la guerre du Vietnam. Donc, il y a eu une grosse vague d'immigration. Puis, il y a eu une hausse de restaurants vietnamiens aux États-Unis. Donc, pour les Italiens, c'est plus une question de maintenir leur identité à travers la nourriture, alors que pour les Vietnamiens, pour cet exemple-là, en tout cas, c'est plus une question de survie parce qu'on voit beaucoup, même aujourd'hui, des immigrants qui arrivent aux États-Unis, au Canada, peu importe, puis qui n'ont pas les qualifications nécessaires pour
faire l'emploi ou avoir la carrière qu'ils avaient dans leur pays d'origine. Donc, on voit par exemple des ingénieurs ou des docteurs qui deviennent conducteurs de taxi, par exemple, ici ou aux États-Unis. Donc, c'est un petit peu la même chose pour la restauration. Il y a beaucoup d'immigrants qui se lancent dans la restauration parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir de formation concrète pour la restauration. Donc, c'est une question de survie, dans le fond. Donc, je vais vous donner quelques définitions. Je suis contente de suivre la présentation de Lina parce que, justement, moi, je fais la distinction entre l'alimentaire puis le culinaire. Donc, moi, je m'intéresse au culinaire. Puis, je me base sur la définition de Bourdieu qui, lui, il fait la distinction entre deux catégories de goût. Donc, le goût, premièrement, du luxe et de la liberté, qui se référerait, selon nous, au culinaire, puis le goût de la nécessité, qui, selon nous, se référerait plus à la question de l'alimentaire. Donc, j'ai mis des exemples ici. Justement, Lina a parlé de l'accessibilité à la nourriture en Alaska, donc la sécurité alimentaire. Ici, j'ai mis des images, par exemple, un demi-melon d'eau en Alaska qui coûte 37 $ à l'épicerie, justement à cause des frais d'exportation. Donc ça, c'est plus l'alimentaire. Moi, je m'intéresse au culinaire. Je fais aussi la distinction entre le politique puis la politique. Donc, moi, je m'intéresse aux politiques. Donc, la distinction entre les deux, c'est que le politique, ça se réfère plus au rapport de pouvoir, alors que la politique, ça relève plus de l'action puis de l'organisation. Donc, par exemple, l'action d'aller voter, ça serait la politique. Puis, finalement, il y a l'autre exotique que j'utilise aussi comme terme. Donc, ça se réfère à une chose ou une personne qui ne s'inscrit pas dans la culture dominante, dans le cadre de mon projet. Maintenant, pour l'objet puis les questions de recherche, notre question principale, c'est comment est-ce que ceux qui s'inscrivent dans la culture dominante approchent l'autre exotique? Puis là, j'ai des sous-questions qui sont en lien avec le cadre théorique que je vais expliquer dans 2 secondes. Premièrement, quelles sont les représentations sociales des participants face à l'autre exotique et comment est-ce que ces dernières, donc les représentations sociales, affectent leur approche de l'autre exotique? Puis, en lien avec les représentations sociales à la télévision, comment est-ce que les représentations sociales qu'ont les membres de la culture dominante affectent les représentations à la télévision dans l'émission Les Chefs? Donc, l'émission Les Chefs, c'est notre cadre d'étude que je vais expliquer aussi dans 2 secondes. Donc, pour le cadre théorique, donc comment est-ce qu'on va répondre à nos questions de recherche? Je m'intéresse tout d'abord à la théorie d'encodage puis de décodage de Stuart Hall, donc qui viendrait plus répondre à la question quoi. Donc, à quoi est-ce qu'on s'intéresse? On s'intéresse aux distorsions entre l'encodage puis le décodage entre différentes cultures. Puis, par la suite, à la théorie des représentations sociales de Serge Moscovici, qui viendrait plus répondre au pourquoi ou qui viendrait expliquer le pourquoi du quoi, donc dans le fond, des distorsions. Donc, premièrement, pour étudier les représentations à la télévision. Par exemple, dans le processus de production, il y a un choix qui est fait d'inclure ou d'exclure certaines choses. Puis ça va nous permettre de nous pencher sur les stéréotypes qui sont, selon Moscovici, une forme de représentation sociale. Cette théorie-là va nous permettre aussi d'étudier l'approche de l'hôte exotique. Donc, Moscovici présente la notion d'ancrage, que lui explique comme quand on approche quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas, on se réfère à quelque chose qu'on connaît pour expliquer ce nouveau phénomène. Donc ça, c'est le processus, selon lui, d'ancrage. Donc, on va se baser sur ça pour étudier l'approche de l'hôte exotique. Donc, tout ça, ça va nous permettre de se pencher sur les représentations sociales que partagent les mêmes membres d'une culture. Maintenant, pour la méthodologie, je vais me baser sur 3 épisodes qui ont été sélectionnés de l'émission Les Chefs. Donc, c'est une émission québécoise
une compétition culinaire. Donc, un épisode où les participants doivent s'inspirer de la cuisine japonaise, un épisode où ils doivent s'inspirer de la cuisine cubaine, puis finalement un épisode où ils doivent s'inspirer de la cuisine louisianaise. Par la suite, je vais faire, pour commencer, une analyse de contenu informel qui va me permettre de présenter la série un petit peu, puis donc ça va être une analyse thématique, puis ça va nous permettre de cerner les préoccupations des participants, puis par la suite, donc d'élaborer des questions qui vont être plus pertinentes pour les entretiens. Donc, comme j'ai mentionné, il va y avoir des entretiens semi-dirigés par la suite avec les candidats de l'émission. Il y a 13 candidats. J'attends encore, je suis en train de préparer ma demande au comité éthique. Donc, je ne peux pas encore contacter les candidats, mais il y a 13 candidats qui vont être contactés. Puis là, j'espère avoir des réponses à voir. Donc, c'est ça. Puis par la suite, il va y avoir une analyse de contenu formel des transcriptions des entretiens. Donc, ça va être une analyse thématique. Pour les résultats anticipés, c'est un peu difficile à dire pour l'instant, mais c'est sûr que je m'attends qu'il y ait des éléments partagés par plusieurs participants au niveau des représentations sociales parce que la plupart des participants s'inscrivent dans la même culture. Donc, ça, c'est à voir. Puis, pour les limitations, donc, c'est certain que c'est non représentatif parce que c'est un échantillonnage très limité. Puis, les résultats ne peuvent pas être transposés pour plusieurs raisons, mais entre autres à cause du cadre théorique. Donc, Serge Moscovici met beaucoup d'accent dans les théories des représentations sociales sur l'importance du contexte. Donc, que ce soit le contexte historique ou culturel, c'est ça qui va affecter les représentations sociales d'un groupe. Donc, les résultats ne peuvent pas être transposés d'un contexte à l'autre. Puis aussi, en débutant le projet, c'est sûr que l'accès aux participants va être assez difficile. C'est quand même des personnalités publiques. Puis, en plus, c'est sûr, avec la situation actuelle de la pandémie, le domaine de la restauration est dans une situation précaire. Donc, les restaurateurs puis les chefs ont d'autres préoccupations en ce moment que aider une étudiante à la maîtrise avec son projet, mais doigts croisés, on espère avoir des réponses, puis ça, c'est à venir. Donc, j'ai laissé un petit peu de temps pour des questions, puis de la rétroaction si vous en avez. Merci de m'avoir écouté. Moi, j'ai une petite question. C'est correct? Vas-y, Annie. Oui, belle présentation. C'est un sujet vraiment intéressant. Puis je voulais savoir un peu, moi, quand j'ai préparé ma proposition, puis que je l'ai présentée, on m'a critiqué que mon analyse de contenu informel avait pas tant sa place. Dans le sens que, dans ton cas, de faire une analyse de contenu informel, est-ce que tu crois que ça va apporter quelque chose de plus à ta présentation? C'est plus comme une rétroaction, une question que je te pose, en fait. Bien, je dois dire que j'ai changé depuis ma défense de proposition, j'ai changé beaucoup ma méthodologie parce que ma méthodologie était très complexe. Au début, j'avais 2 groupes d'entrevues, donc je planifiais faire des entrevues avec les chefs de l'émission Les Chefs, puis avec des chefs de la Louisiane pour faire comme une étude comparative, puis une analyse de contenu formel des épisodes en plus. Puis là, j'ai réalisé que ça, c'était vraiment trop compliqué. Ça va me prendre 5 ans, j'ai pas ce temps-là. Donc, j'ai réduit ça à un groupe d'entrevues, puis j'ai changé mes questions de recherche par la suite. Puis, donc, parce que ça va être, on s'attend à ce que ça soit un nombre de chefs quand même assez limité qui vont répondre à l'invitation. Donc, ça, c'est encore à voir. L'analyse de contenu va venir vraiment compléter les entretiens ou présenter les entretiens. Ça va venir compléter, mais introduire, dans le fond. Puis, je pense que c'est très important pour justement élaborer les questions d'entretien pour comprendre les perceptions des chefs avant de les interviewer. OK. Donc, c'est bien, c'est plus clair. Je pense que William se demande c'est quoi une analyse de contenu informel. Ben, dans le fond, je veux dire, je me semble que ça s'explique, là, mais je sais pas,
Formel, ça serait avec une grille très, très, très précise. Il y a différentes sortes d'analyses. Il y a lexical, thématique, peu importe. Donc, ça va être moins en profondeur, je dirais. C'est vraiment plus pour présenter le projet puis élaborer des questions que pour faire une analyse super complexe où on va analyser les résultats de cette analyse de contenu-là par la suite. J'espère que c'est clair. C'était pour alléger un petit peu ma méthodologie, dans le fond, que j'ai décidé de mettre ça comme informel plutôt que formel. Oui, très bon, très, très intéressant. Merci beaucoup pour cette présentation. Si vous avez des questions, tu peux demander à Camille vers son email, son courriel. And we will now welcome back, before going to break, Lena to share a poster presentation. Now, we will not be doing a poster presentations in the typical fashion, but we do have a couple today that will